Eh bien, rebonjour, vient de se dire bonjour. Bonjour Eléa. Bonjour Stéphane. Merci d'être là. Fin de journée, fin de 2 jours de conf, vous êtes fatigués. Nous aussi, donc on va essayer de vous apprendre des on est en choses. pleine forme. Non, on est en pleine forme, oui, en fait. Donc on va vous parler intelligence artificielle aujourd'hui, détection de son. On va essayer de vous montrer aussi comment faire une application qui utilise des modèles. Vous allez vite voir que la spécialiste en intelligence artificielle, ce n'est pas moi, spoiler alert, c'est Eléa. Je vais me mettre à l'aise, je suis à Tours. J'ai fait un petit t-shirt spécial, donc je suis obligé. Et je casse pas le micro. Faut savoir qu'il n'y a quand même aucun respect parce que je suis végétarienne, donc je mange pas de viande. Donc le team tofu arrive très vite. Voilà, il va y avoir des représailles. Bon, une fois que j'ai dit ça, on va commencer le talk, en fait, par vous expliquer un peu ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors, non pas pour vous donner un cours, mais simplement pour qu'on parle le même langage. Pour ceux qui ont mon âge, c'est-à-dire qui sont plus tout jeunes, pour moi, l'intelligence artificielle, c'était ça. C'est un supercalculateur qui veut tuer tous les hommes. Ou ça, un supercalculateur qui fabrique des robots qui vont tuer tous les hommes. Du coup, après, j'ai fait connaissance avec Eléa et je lui ai dit, mais c'est vraiment ça l'IA. Donc, j'espère que tu vas nous rassurer. Alors déjà, est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler d'IA dans la salle? Je pense. ChatGPT, ouais, un petit peu quoi. L'IA, globalement, alors ça ne va pas essayer de nous tuer, ça ne va pas essayer de nous remplacer non plus, mais c'est un terme assez large qui va regrouper plein de notions, plein de technos. Et le but d'une IA, ça va être un petit peu d'imiter le fonctionnement du cerveau humain, d'essayer de réagir de la même façon pour résoudre des tâches qui peuvent être complexes, par exemple, qui vont demander beaucoup de ressources de calcul ou qui vont être très chronophages. Donc l'IA, en fait, ça va essayer de nous aider. Il y a beaucoup de termes en IA, vous avez sans doute entendu parler de machine learning, de deep learning, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'IA, de manière générale, ça va regrouper des programmes qui vont avoir pour but d'apprendre et en fait de réagir comme l'être humain. Une branche de l'IA, c'est le machine learning. Là, les machine learning en fait, vont devenir meilleurs au fur et à mesure des expériences pour un problème donné. Par exemple, si je veux réussir à classifier des sons de mammifères marins, eh ben, je vais apprendre à les classifier moi avec mon oreille et avec ma connaissance. L'intelligence artificielle, c'est pareil. Elle va emmagasiner un certain nombre de données pour être capable de les distinguer par la suite. On a un cas particulier du machine learning où on fait intervenir en fait des réseaux neuronaux. Donc ça va être des réseaux de neurones artificiels qui vont imiter en fait le fonctionnement des réseaux de neurones humains. Dans le cas bien particulier où nos réseaux de neurones ont beaucoup de couches à l'intérieur, où on a en fait une certaine profondeur qui est importante, on parle de deep learning pour apprentissage profond. Et là, en fait, on va vraiment avoir une adaptation en fonction de la donnée. Donc ça, c'était pour la partie un petit peu théorique. Maintenant, on va aussi parler des différents types d'apprentissage. Donc, dans le machine learning, on a une sous-partie qui est le deep learning, mais au-delà de ça, on a plusieurs apprentissages différents, à savoir 3. Le premier, c'est l'apprentissage supervisé. Donc, par exemple, avec la classification ou avec la régression. Alors, j'ai des images de chats et de chiens. Si je veux savoir les classifier et apprendre à mon modèle d'intelligence artificielle à le faire, ce que je vais lui dire, ça c'est un chien, ça c'est un chat, avec les images correspondantes, et elle, en fait, elle va acquérir cette connaissance. Idem pour tout ce qui est régression. Après, on va avoir le cas de l'apprentissage non supervisé. Cette fois-ci, je ne vais pas donner d'informations sur la sortie à mon IA. Je ne vais pas lui dire ça c'est un chat ou ça c'est un chien, par exemple. Ça peut être le cas de l'algorithme des K-means. Donc, en fait, ça va venir regrouper en clusters en fonction des données d'entrée. Ça va créer des groupes en fonction des données qui se ressemblent, sans qu'on ait donné en fait, d'informations sur la sortie. Dernier type d'apprentissage, c'est l'apprentissage par renforcement. Alors ça, on voit un petit peu dans les jeux vidéo, où en fait, il y a une amélioration continue du modèle au fur et à mesure du temps. En fait, le modèle va essayer de devenir meilleur à chaque fois. Aujourd'hui, nous, on va s'intéresser à un réseau de neurones et donc on va être dans le cas de l'apprentissage supervisé puisqu'on va essayer de classifier les sons de mammifères marins. Je vais donc envoyer un son à mon intelligence artificielle, je vais lui dire ça c'est un dauphin, ça c'est une baleine, etc. Et à la fin, elle devrait être normalement capable de classifier ces sons. Normalement. On croise les doigts. Avant de commencer à vous présenter donc, notre sujet où on va vraiment essayer de classifier ces sons de mammifères marins, on va juste rappeler les différentes familles en IA pour mettre un petit peu de contexte tout simplement. Et on va investir dans une deuxième zapette.
Donc la première famille, c'est le NLP, Natural Language Processing. Ouais, j'ai fait de l'anglais quand j'étais à Polytech avant. C'est certainement une des familles d'IA que vous utilisez le plus sur les traductions, Google Translate, DeepL par exemple. La classification de texte, c'est super intéressant si vous faites de la recherche ou même des enquêtes journalistiques. Ça vous permet de, sur toute une famille de documents, déjà avoir une classification pour savoir où aller chercher. Et dans le même esprit, il y a les résumés. Ça commence à être de plus en plus performant. Ça vous permet d'avoir en fait l'esprit d'un texte avant de savoir si ça vaut le coup d'aller lire, je ne sais pas, 200 pages, 300 pages. Vous avez vraiment l'idée directrice du texte. Puis peut-être que vous connaissez la génération de texte et les réponses à des questions. Il paraît qu'il y a un petit truc en ce moment qui tourne sur Internet qui fait de la magie avec ça. Bien sûr, ce sont des choses qu'on croise en NLP. C'est un balai de zapettes. Deuxième famille, ça va être la computer vision, donc pour vision par ordinateur. La computer vision va regrouper 3 tâches principales. La première qui est la classification d'images. Donc pour une image donnée, on va avoir une réponse de notre IA, par exemple pour classifier différents types de paysages ou différentes images tout simplement. La détection d'objets. Donc sur une même image ou sur un flux vidéo, on va avoir la détection de différents objets, de personnes, grâce à ce qu'on appelle une bounding box. Donc c'est une boîte qui va faire le tour de l'objet. Ça me rappelle une conférence que j'ai vue hier, qui était vachement bien. Faut bien se renouveler. Hein, t'as raison. Aujourd'hui, on fait du son. Hier, on a fait voilà, l'image. c'est ça. Et dernier type de tâche, c'est la segmentation d'image. Cette fois-ci, on va vraiment venir faire le tour de l'objet sur chaque image et du coup, on va être encore plus précis dans les détections. Alors là, je vous l'ai dit à l'oral. Ah bah non, les petits chats et les petits chiens. Comme c'est dommage. En fait, on a voulu mettre des trucs mignons. Visiblement, c'est un peu mal passé. On va commenter un petit peu, du coup. La classification, donc, comme vous pouvez voir, on détecte qu'un seul objet et en fait, on ne va pas forcément venir placer vraiment l'objet dans l'image. Après, on peut rajouter la localisation, venir sur de l'object detection avec vraiment plusieurs objets sur la même image grâce à des boîtes englobantes. Et enfin, la segmentation d'image, comme on l'a dit précédemment. On va maintenant passer au son. Voilà. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, Léa vous l'a dit, aujourd'hui on va s'amuser à essayer de détecter, à différencier des mammifères marins par l'audio, mais il y a plein d'autres use cases qu'on peut trouver. Donc la classification, je viens d'en parler. Il y a aussi la classification des sons environnementaux. Ça, c'est super intéressant dans le domaine, par exemple, de l'alerting. Si vous voulez automatiquement que si on casse une vitre, en fait, la police soit appelée, il vaut mieux savoir que c'est une vitre qui est cassée plutôt qu'un verre qui tombe par terre. Donc, typiquement, l'IA va vous permettre de détecter ces différences. On a bien sûr la classification du langage naturel. Là encore, on peut, de manière maintenant assez puissante, identifier dans une conversation s'il y a plusieurs interlocutrices, interlocuteurs qui parlent, et puis avoir une transcription assez fidèle. La classification de la musique, si vous avez des abonnements, que ce soit Spotify, Deezer ou d'autres streamings de musique, en fait, vos playlists ne sont pas forcément construites que parce que vous avez mis Beyoncé, donc ça va vous donner toute la pop, mais aussi parce que les chansons sont analysées sur les harmoniques et tout ça pour essayer de vous donner la meilleure playlist possible. Oh, pardon. Il me semble que j'en ai oublié. Non, il n'y en a pas une autre? Ok, autant pour moi. L'IA, en fait, si vous avez déjà utilisé des modèles, tous ces modèles ont une chose en commun, c'est qu'il faut absolument avoir de la donnée en entrée. On le répète, l'entraînement, c'est comme un cerveau, il faut l'abreuver, et en fait, les données, c'est la base de tout. Si vous n'avez pas de données, vous n'avez pas d'IA. Donc, quelque chose de fondamental, c'est d'obtenir de la donnée. Souvent, cette donnée, elle est ce qu'on appelle brute, donc elle ne correspond pas en fait à ce que va comprendre votre IA. Donc, ce qui est important, ça va être déjà de la traiter. Donc, il y a plein de façons de la traiter. On ne va pas forcément rentrer dans le détail aujourd'hui, mais là, va quand même vous montrer cette importance de cette phase-là. Ensuite, et simplement à ce moment-là, vous allez pouvoir choisir de créer un modèle, si vous êtes data scientist, ou d'en utiliser un, si vous n'êtes pas data scientist comme moi. Il existe des modèles pré-entraînés sur étagère. Et bien sûr, que ce soit sur un modèle que vous créez ou un modèle que vous utilisez, alors soit vous allez l'optimiser, soit vous allez vraiment l'entraîner. Et donc là, il va vous falloir de la puissance de calcul. Vous avez entendu parler des GPU, qui sont des composants assez rares, mais forcément, on va passer par là. Spoiler alert, il y a quelques providers qui vous permettent d'avoir des GPU pas trop chers. Et puis, bien sûr, utiliser son modèle, on le verra dans la deuxième partie du talk. On fera une petite démo sur comment on va consommer un modèle que Eléa aura créé. Alors justement, Eléa, je te laisse parler des données, qui est notre or côté IA.
Alors, c'est un peu le nerf de la guerre, la donnée. On va souvent avoir besoin de la transformer. On va avoir du mal à l'utiliser brute en tant que telle. Et on verra aujourd'hui que c'est le cas pour le son. Deux choses importantes. On va avoir besoin de données qualitatives, c'est-à-dire que mes données, par exemple, on va faire attention au bruit sur une image, qu'elle ne soit pas trop bruitée. Pareil pour un son potentiellement. On va faire également attention à ce que mon jeu de données est équilibré, c'est-à-dire que si j'ai 10 sons de dauphin et 80 000 sons de baleine, il y a un petit souci quelque part, donc on va avoir du mal à avoir une IA performante dans ce cas. Et on veut également des informations utiles. Je vais prendre l'exemple. Si je veux, par exemple, je ne sais pas, évaluer le prix d'une voiture, je vais peut-être faire attention à son nombre de chevaux, à sa couleur, etc., à son modèle. Par contre, la plaque d'immatriculation, dans ce cas-là, ne va pas forcément m'intéresser. Idem sur des données bancaires, je vais avoir besoin de différentes informations. Ça peut être l'âge de la personne, sa profession. Par contre, son nom et son prénom ne vont pas être des informations utiles dans ce cas. Donc, on va venir vraiment faire attention à l'extraction des informations dont on a besoin. Et donc, préparer sa donnée, c'est un peu comme être cuistot. Si je fais mon gâteau au chocolat, je vais avoir besoin donc de chocolat, d'œufs, de farine, par exemple, et je vais avoir besoin de les mélanger. Mais je ne vais pas pouvoir les mélanger tels quels. Je ne vais pas pouvoir tout mettre en même temps, l'œuf avec la coquille. En tout cas, moi, je ne mange pas le gâteau. Non, pas top. Donc, on va avoir besoin de préparer cette donnée-là, de séparer le blanc des jaunes, de faire fondre le chocolat, et de tout mélanger grâce à des ustensiles. Alors moi, mes ustensiles, en général, en cuisine, c'est plus un fouet, par exemple, une balance. Un data scientist, ça va être des libs. Et aujourd'hui, on va utiliser des libs Python. Donc Panda, NumPy, Scikit-learn, PyTorch et bien d'autres. Dans le cas de traitement du coup, de données, on peut faire différentes tâches possibles. Alors, je vais en citer quelques exemples. Gestion des valeurs nulles ou des valeurs manquantes. Il peut, dans un tableau, manquer des informations. Dans ce moment-là, s'il n'en manque pas trop, je vais les remplacer par la valeur moyenne de la ligne, par exemple, ou de la colonne. Si à ce moment-là, il me manque énormément d'informations, je vais tout simplement venir supprimer cet élément. On a ce qu'on appelle la normalisation. Alors à ce moment-là, si on a des données qui sont dans un même tableau et qu'on a des valeurs trop écartées, alors si on a par exemple un ordre de grandeur qui est de l'ordre du million et l'autre du millième, ça va poser souci. Donc on va venir normaliser nos données avec une moyenne à 0 et un écart type à 1. On a également la gestion des variables qualitatives. Si ma voiture est rouge, bleu, etc., et que je vais estimer son prix, mon IA ne va pas comprendre le rouge et le bleu. Elle n'est pas capable en fait, de savoir à quoi ça correspond. Et donc, je vais venir donner une valeur numérique à chaque couleur. Donc, par exemple, mon rouge, ça va être le 0, mon bleu, le 1, et ainsi de suite. Dans la même logique, on a l'encodage à chaud. Cette fois-ci, au lieu d'avoir ma colonne couleur, je vais séparer, avoir une colonne rouge, une colonne bleue, une colonne grise, par exemple. Si la voiture est de la couleur rouge, on passe la case à 1, sinon à 0, et ainsi de suite. Encore une fois, c'est un panel d'exemples. On peut traiter la donnée différemment, et c'est le cas pour le son. Pour le son, idem. Je ne peux pas l'envoyer tel quel à mon modèle. Il va me dire bah, « moi, je ne te comprends pas, je ne sais pas ce que tu me demandes », et je vais donc devoir traiter mon son en entrée. Aujourd'hui, on va avoir un format Wave en entrée. C'est ce qu'on va utiliser. On va avoir besoin de traiter ce son. Alors, pour ce faire, on va utiliser la bibliothèque Python qui s'appelle Librosa, et on va venir extraire les paramètres audio. Donc les paramètres audio, ça va être quoi? Par exemple, le nombre de passages à zéro, les harmoniques, des informations issues d'un spectrogramme. Et on va venir remplir un fichier CSV avec tout d'abord le nom de chaque son, la longueur du son, donc son temps en secondes, après différentes informations et enfin son nom. À savoir que si par exemple je pars de 30 000 sons en entrée, je vais avoir à la fin qu'un seul et même fichier CSV de 30 000 lignes. Et c'est ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui. On a fait très attention à la préparation de nos données. On s'est vraiment appliqué. Maintenant, on va se creuser un peu la tête pour construire notre modèle. Avant ça, on va présenter du coup quelques technos qu'on utilise et on va vous présenter un petit peu comment on le fait. Voilà, exactement. Là, on va passer à la partie démo. Juste avant la partie démo, alors il y a beaucoup de choses que vous allez connaître, mais on vous présente un peu de techno et d'outils. Si vous avez entendu parler de l'IA, vous avez normalement entendu parler de Python. C'est le langage de prédilection. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire du Python pour faire de l'IA. Ça veut juste dire que beaucoup de libs sont pensés en Python et écrites en Python pour de l'IA. Mais par exemple, moi qui suis un vieux développeur Java, j'en fais aussi en Java.
Pareil pour les IDE, on a nos IDE classiques, PyCharm, VS Code, etc. Vim pour ceux qui aiment vraiment se faire mal. Un petit cas à part sur JupyterLab, Eléa va vous faire une démo, la démo du notebook sur JupyterLab, sur de la version cloud qui est hébergée donc, chez nous. JupyterLab, vous allez voir ce qui est bien, c'est que vous pouvez à la fois mélanger du code Python et aussi de la documentation riche en Markdown. Et donc, du coup, ça fait un document autoporteur pour les data scientists et ou les machine learning engineers pour qu'ils parlent le même langage. Donc, ce sera visuel tout à l'heure quand Eléa fera la démo. Comme dans tout langage, là on va être en Python, comme dans toute techno, il y a beaucoup de frameworks. Il faut surtout faire attention dans votre choix. Ça peut dépendre des données que vous allez manipuler. Il y a des frameworks qui sont plus ou moins adaptés. On parlait de LibRosa, typiquement, qui est très adapté pour faire de l'audio, donc de bien choisir son bon framework. Aussi, leur compatibilité GPU. On parlait des GPU tout à l'heure, il y a des frameworks qui ne sont pas compatibles GPU. Donc c'est super dommage d'utiliser un framework qui n'utiliserait pas votre puissance de calcul. Je fais une parenthèse sur les GPU. Un GPU, ça coûte très cher, c'est très rare. Évitez de l'utiliser pour faire des actions où il n'y a aucun intérêt d'avoir un GPU. Donc c'est pareil, posez-vous la question avant d'utiliser un framework qui va sursolliciter des GPU pour quelque chose que vous auriez pu faire en CPU. Et ces frameworks vont vous permettre, on va le voir, on va pouvoir construire un modèle, on va pouvoir faire son entraînement et on va aussi pouvoir construire une appli front et le back de cette appli. Voilà, donc de manière assez classique, hein, il y a beaucoup de choses. Et là, on a cité quelques-uns, PyTorch, TensorFlow, Streamlit, on verra 2-3 de ces frameworks. Assez de blabla, on va parler à la partie démo. Je te laisse expliquer ce que tu vas faire avant de rentrer dans le vif du sujet. Tout à fait. Alors, on va commencer par ouvrir un notebook, donc dans JupyterLab. On va juste faire un petit peu d'analyse audio. On va ouvrir un son de mammifères marins. Ça va vous permettre de vous réveiller un petit peu, parce que vous allez voir que les sons de mammifères marins, c'est un petit peu costaud quand même. On va traiter ces données, en tout cas, on va voir comment on le fait. On va venir construire notre propre modèle avec le framework TensorFlow. On va l'entraîner, on va évaluer ce modèle, voir s'il est bon ou pas. Et on va le tester pour l'enregistrer. Après toi. T'as une chaise, hein, si tu veux. C'est vrai que, vu mon vieillage, je vais peut-être faire ça. On va dire ça. Est-ce que tout le monde arrive à lire ou est-ce que vous voulez que j'augmente encore un petit peu la taille de l'écran? C'est bon? Top. OK, donc welcome. On est arrivé dans le notebook. On a nos datas juste ici à gauche. On a nos notebooks juste là. Première étape, importer les bibliothèques et les différents frameworks. Alors, on en a parlé tout à l'heure, on a besoin de LibRosa. Donc IPython, là, on va pouvoir juste afficher des choses interactivement dans notre notebook. C'est plutôt cool. Matplotlib, tout simplement pour afficher des graphes. NumPy, on va gérer des tableaux et des matrices, donc on en a besoin également. Panda, pareil, on va créer un data frame. Scikit-learn, là, ça va être très utile en fait pour tout ce qui est traitement de la donnée. Et enfin, Keras et TensorFlow, puisque c'est le framework utilisé pour la construction du modèle. Alors, je vais charger mon premier son et on va venir faire un test. Donc là, on a fait un test 1 d'un son de mammifère marin quelconque. Avec LibRosa, on va charger ce son et on va le décoder. On va après, du coup, réutiliser. Donc là, on peut voir qu'on a en fait notre son sous forme d'une matrice avec plusieurs paramètres à l'intérieur. Et on va venir le jouer dans le notebook. Alors, je vais augmenter un peu le son. Oui, ce serait dommage qu'ils n'entendent pas bien. C'est juste pour le plaisir de vos oreilles. On a été super soft, je trouve. Ouais. C'est moi qui fais des bruitages. Non, je déconne. Ça sera pire tout à l'heure. Ensuite, on peut afficher différents graphes pour avoir la visualisation. Et on va venir extraire après les paramètres de ce graphe-là. Là, par exemple, on peut afficher les formes d'ondes. Donc, on va avoir sur l'axe des abscisses, du coup, le temps. Et en ordonnée, on va avoir l'amplitude. Donc ça, c'est un type de graphe qu'on peut afficher. On peut en afficher plusieurs. Et après, c'est ces paramètres-là, en fait, pour chaque son qu'on va venir utiliser pour tout simplement construire notre tableau et entraîner notre triage sur ces données-là. Et je me permets aussi, ce que je vous disais là, on voit qu'on est comme dans une sorte de document, sauf que là, au fur et à mesure, en fait, elle exécute les cellules en Python. Et donc, moi, j'ai découvert ça avec JupyterLab. Si vous ne connaissez pas, en fait, voilà, c'est vraiment ça que permet JupyterLab. C'est pour ça qu'il est très prisé dans le monde de la data science, parce qu'on peut vraiment mixer la partie explication et la partie dynamique avec le langage. Tout à fait. Je t'en prie. Si on veut faire même un petit peu d'exploration, si on ne sait pas trop où on veut faire quelques traitements de données, on veut construire un premier modèle, l'entraîner, on voit que ça ne va pas, on recommence.
C'est plutôt facile et on peut surtout travailler en équipe de manière interactive. OK. Donc, on va passer au traitement de la donnée. Juste avant, si vous voulez retrouver ce dataset, ce n'est pas le nôtre, il est disponible en fait gratuitement. C'est le Watkins Marine Mammal Sound Database. Donc, vous pouvez le retrouver sur le site de la personne qui l'a créé. Et en fait, vous avez l'accès à tous les sons de tous les animaux marins différents. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce qu'on peut détecter, narval, dauphin, etc. OK, donc je reviens à mon notebook. Je passe à la création de mon fichier data, donc data.csv. C'est un fichier CSV, donc comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Je ne vais pas pouvoir le faire en live, ça prend plus d'une vingtaine de minutes. On aurait pu prendre un café, mais bon. Non. Non, d'accord, bon, très bien. Je commence par définir le header, donc en fait le titre de mes colonnes. Après, je crée un fichier CSV vide qu'on va venir remplir au fur et à mesure. Et je renseigne également le nom de tous mes mammifères marins. Donc ça va être à la fois le label, donc en fait le nom du mammifère qu'on va mettre à la fin du tableau, et c'est aussi en fait le nom de tous mes dossiers si je vais dans Data. OK. Une fois que ça c'est fait, là il y a une petite fonction qui va nous permettre d'aller dans chaque dossier, prendre chaque son, en extraire tous les paramètres. Donc encore une fois, on n'est pas expert en son, mais c'est LibRosa qui nous permet d'utiliser ces différentes features et d'extraire en fait les caractéristiques dont on a besoin. Au fur et à mesure, on va venir remplir le tableau ligne par ligne et on va finir par obtenir un jeu de données sous forme en fait d'un fichier CSV. Pour pouvoir le lire et l'interpréter en Python et surtout extraire les informations pour notre modèle, on le transforme en data frame avec Panda. Donc là, on peut voir le nom du fichier, la longueur, les différents paramètres et, comme on vous l'a dit, le nom de l'animal à la fin. On affiche également le type de données. Alors ça va être important. Pourquoi ? Parce que nous, notre modèle, on va avoir besoin de valeurs numériques pour faire de la classification. Potentiellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les couleurs bleues, rouges, etc., là, on ne va pas pouvoir les interpréter. Dans le cas de notre label, donc du nom de notre mammifère marin, on va aussi devoir faire un encodage pour qu'en fait notre modèle puisse le comprendre. En fait, c'est super important ce que dit Léa, c'est que, en tout cas moi, quand j'ai démarré à utiliser des modèles, j'avais l'impression qu'en fait, si je prenais un son, une image ou n'importe quoi, je le balançais à mon modèle et que lui, il lisait mon image avec ses petits yeux et qu'il me disait des trucs. Et en fait, il y a vraiment toute cette phase en amont. D'où, dans notre cas, typiquement, quand tu parles de CSV, à la fin, on va manipuler des nombres qui est dans notre modèle. Et en fait, c'est justement ces nombres qui vont passer dans plein de fonctions. Bon, alors moi, après, je suis perdu. Hein. C'est des maths. Donc, pour ceux qui m'ont connu quand j'étais étudiant ici, ils savent que de toute façon, c'était pas mon point fort. Bref. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important de toujours avoir ça en tête, qu'il n'y a pas de magie et que la donnée, il faut la traiter et la transformer. Et que votre modèle, quelque part, il est bête. Il ne comprend qu'un type de langage. Et donc, c'est hyper important que ce soit des images, des sons, quel que soit ce que vous avez passé à votre modèle, il y a toujours cette phase de transformation, de préparation en fait de la donnée pour que lui la comprenne. Et c'est ce que là vient de vous montrer Léa et va continuer. C'est ça. C'est une sorte de traduction en fait un petit peu, comme si on parlait de deux langages différents, mais qu'on arrivait en tout cas à se comprendre. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va venir traduire nos données. On va venir extraire les caractéristiques. Alors vous savez que pour un modèle d'intelligence artificielle, on va prendre une entrée. Donc là, notre entrée, ça va être les différentes caractéristiques qu'on est venu extraire. Et notre sortie, ça va être le label, donc le nom du mammifère marin, puisque c'est ce qu'on veut en sortie, c'est en fait on veut le résultat de la classification. Première étape, je vais venir définir ma sortie, donc le nom. Encore une fois, là, mon modèle, il va me faire Atlantic Spotted Dolphin, je ne comprends pas. Donc il ne va pas savoir que c'est un dauphin. Donc on va venir encoder. Ici, on a choisi d'avoir 45 mammifères marins différents. Donc en fait, chaque nom de mammifère, ça va être des chiffres, ou en tout cas des nombres, de 0 à 44. Alors c'est parti, on va encoder tout ça. Donc voilà, ça c'est la sortie de notre réseau de neurones que l'on construira tout à l'heure. En ce qui concerne l'entrée, on va prendre toutes les colonnes de notre tableau, vu précédemment, sauf le nom du fichier. Le nom avec le format Wave, en fait, si vous voulez. Comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, le nom du fichier, ça ne va pas nous intéresser, ça ne va pas être une information dite utile, et ça pourrait même être parasite pour notre modèle. Donc on va tout simplement l'enlever. On pourrait croire qu'on triche en plus. Oui, c'est sûr. Hop, donc je viens extraire mes entrées et en fait j'obtiens à la fin une matrice avec toutes mes données ou une liste de listes et en fait chaque liste dans ma liste correspond à un mammifère marin.
Une fois que ça c'est fait, on vient séparer nos données. Alors, pour l'entraînement d'un modèle d'IA, en général, on sépare notre jeu de données en 2 ou en 3. En 3, dans un monde idéal où on a assez de données pour une partie entraînement, validation et test. Quand on n'en a pas énormément, et c'est notre cas aujourd'hui, on a autour de 12 000 sons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder une partie pour l'entraînement et une partie pour la validation. De manière classique, on divise souvent notre dataset avec 80% dédié à l'entraînement et 20% à la validation. OK, c'est fait. Maintenant, on passe à la partie que vous attendez tous, la construction du modèle et les maths, évidemment. Moi, je vais m'asseoir alors. Je vais prendre des leçons. Alors, donc là, c'est notre modèle intelligence artificielle. Alors ici, en fait, c'est un réseau de neurones et à chaque fois, vous pouvez voir en fait des neurones. Donc là, effectivement, c'est une représentation réduite, évidemment, mais c'est juste pour voir un petit peu ce qu'on va faire. On a les entrées ici avec les 26 paramètres ou les 26 caractéristiques du son et le résultat en sortie avec mes 45 classes. Hop, et je viens donc définir l'architecture de mon modèle. Alors là, il y a plusieurs choses. On voit qu'il y a des fonctions, ce qu'on appelle des fonctions d'activation. Donc c'est la fonction mathématique qu'on va choisir pour chaque couche du réseau de neurones. La première, c'est relu. Alors relu, à quoi ça correspond? Relu, en fait, ça va prendre que les valeurs positives. Donc ça va prendre y égale x si x supérieur à 0, et sinon 0, donc pour toutes les valeurs négatives. Ça, c'est ce qu'on a choisi pour l'intérieur, entre guillemets, de notre réseau de neurones. À sa sortie, on va vouloir une classification. Donc on va vouloir savoir de quel mammifère marin il s'agit et avec quelle précision notre modèle est sûr. Pour ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle softmax. Et softmax, en fait, c'est une combinaison de sigmoïdes. Alors, c'est des maths. Ce n'est pas forcément ce que vous allez trouver le plus intéressant. Globalement, une sigmoïde, ça va entre 0 et 1. La fonction qui correspond, c'est f de x égale 1 plus exponentielle de moins x. Et donc, softmax égale combinaison de sigmoïdes. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? Ici, à ma sortie, donc je vais avoir mon réseau de neurones, mes 45 classes, la somme, ici, à chaque fois ici, je vais avoir une valeur entre 0 et 1, et la somme de ces valeurs va être égale à 1. Globalement, nous, ce qu'on va chercher, c'est la valeur la plus haute, donc par exemple 0,95, qui va correspondre en fait donc à l'animal que mon modèle a prédit. Ça, c'était la partie maths un petit peu chiante. On va passer à un truc beaucoup plus drôle qui est l'entraînement. Juste un petit détail, ici vous avez peut-être vu drop out, c'est pour éviter le surapprentissage du modèle, qui fait qu'il apprend tellement qu'il finit potentiellement par se tromper à un moment donné. Et donc on va venir tout simplement supprimer, en tout cas temporairement, des neurones par lesquels il pourrait passer et qui pourraient provoquer ce phénomène. Bon, les maths, on en a eu assez. Oui, c'est bien là. On passe à l'entraînement. Alors, je vais lancer le training si j'arrive à retrouver la bonne cellule. OK. OK, donc j'ai lancé l'entraînement. La fonction train model que vous voyez juste ici, en fait, ça va permettre quoi? De définir la perte et de définir la métrique. Alors, qu'est-ce que c'est que la perte et que la métrique? La perte, en fait, ça va mesurer si notre modèle apprend correctement et s'il ne perd pas trop d'informations au fur et à mesure de l'entraînement. Ici, on va essayer de mesurer, en fait, s'il ne perd pas trop d'informations pour la tâche de classification. Donc, s'il arrive à bien classifier. En métrique, on a pris accuracy, qui va mesurer tout simplement la précision du modèle. Donc là, vous voyez que le modèle est en train de s'entraîner. Moi, j'ai envie de l'entraîner sur 100 époques. Une époque, c'est quoi? C'est une période pendant laquelle mon modèle va à la fois s'entraîner, valider ce qu'il a appris pendant cette période-là, et il va recommencer cet exercice 100 fois. Ici, on peut voir la perte pour les données d'entraînement, la précision pour les données d'entraînement, et val loss et val accuracy, qui sont en fait les pertes et précisions pour les données de validation. Donc là, on peut voir que ça s'est fait relativement vite. Il y a deux raisons à cela. La première, qui n'est pas négligeable, c'est qu'on utilise la puissance des GPU, donc ce qui permet d'accélérer considérablement les calculs. La deuxième, c'est qu'on utilise des valeurs numériques. Donc on n'a pas de grosses images en entrée avec des box à dessiner, etc. Et donc c'est quand même un traitement et un calcul qui est plus rapide. Là, on ne voit pas grand-chose comme ça avec les chiffres. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est afficher les courbes. Alors, les courbes de perte, donc vous pouvez voir juste ici, avec
Donc en orange pour mes données de validation et en bleu pour mes données d'entraînement. On voit qu'on se rapproche quand même beaucoup de la valeur nulle. Donc on peut considérer que c'est pas mal puisqu'on veut que la perte soit la plus basse possible. Dans le cas où on aurait eu en fait une courbe de validation qui remonte énormément, ça n'aurait pas été bon. Ça voulait dire que notre modèle était en train de surapprendre ou que nos données n'étaient pas bonnes en entrée. En tout cas, il y avait quelque chose qui ne se passait pas bien. Maintenant, on va également vérifier la précision, parce que ce serait quand même pas mal que notre modèle soit précis. Soit mieux. Et voilà pour la précision. Encore une fois, à la fin de l'entraînement, notre courbe pour la validation et pour l'entraînement sont relativement proches l'une de l'autre et restent parallèles, ce qui est une bonne chose en général. Et on a dépassé les 90%. Dernière étape, c'est faire le test de notre modèle pour voir les résultats. Ici, on peut voir qu'en le testant, on obtient une perte autour de 0,21. On est quand même bien en dessous de 1, donc ça reste correct. Et on a également une précision qui est autour de 94%. Alors, encore une fois, à prendre avec des pincettes, il faut avoir un regard critique sur ces chiffres. Là, pour classifier des sons de mammifères marins, moi, ça me va bien. Par contre, vous me mettez une voiture autonome avec 94% de précision, je ne suis pas sûre d'embarquer, quoi. Non, je préfère que ça se rapproche vraiment des 100% quand même. Enfin, après, chacun fait comme il veut, mais on va dire que c'est pas optimal. J'estime que mon modèle est OK, donc je viens le sauvegarder dans le cloud, dans un Object Storage Container, et on va pouvoir passer après au déploiement d'une application. Ça serait cool de pouvoir l'utiliser, ce modèle. On va essayer. Alors, on va retourner sur la présentation. Et je passe la main. Merci bien. Stéphane. J'espère que vous avez compris pourquoi c'est pas moi qui ai fait cette partie. Moi, je vais prendre ma casquette de développeur. Ça va être plus simple. Je vais vous montrer une petite application séparée classiquement en deux entités, un back et un front. Et comme j'étais un ancien architecte, j'ai fait un schéma d'architecture. On retrouve le notebook. J'avais envie d'utiliser le pointeur. Le notebook que vient de faire Eléa. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous, du coup, on stocke tout dans l'object storage, donc qui est un conteneur qui nous permet de faire du stockage de data. Ça va nous permettre d'éviter de transférer nos modèles, etc. Et puis du coup, j'ai mon back-end. Ok, ça marche plus. J'ai mon back-end écrit aussi en Python. Et mon front-end. Tout ça, je vais le conteneuriser pour plein de raisons. La première, c'est que je n'ai pas de GPU sur mon MacBook, même si c'est un ordi très performant, parce que ça me simplifie la vie et aussi parce que je vais pouvoir vous montrer comment c'est cool avec notre solution côté OVH. Comment on est super large en timing en plus. L'avantage en plus de stocker un modèle directement dans un Object Storage Container, donc depuis le notebook, c'est que potentiellement, vous n'allez pas avoir à télécharger un truc de 13 gigas en local. Et ça peut être pas mal. Là, notre modèle est moins lourd, mais sur des gros modèles, ça peut quand même arriver assez régulièrement. Vous voyez toujours bien en termes de... Impeccable. Alors moi, j'ai joué mon feignant. En fait, tout ce que vous a expliqué, Léa, je l'ai copié-collé dans du Python. Normalement, j'aurais fait une lib, je l'aurais référencé et tout ça, mais j'ai préféré aller au plus simple. Donc, je vais commencer par le bas. En fait, là, j'utilise Flask, je vais y arriver, qui est en fait un petit lib en Python qui me permet de très vite exposer des endpoints. Donc, mon backend, en fait, il va exposer deux endpoints. Un qui me permet ici, qui s'appelle Send Sound, qui me permet de recevoir un son au format wave, et un autre qui va me permettre d'avoir la prédiction donc de quel type d'animal c'est. Donc vous voyez, ça se fait vraiment assez rapidement avec une notation. Et après, j'ai une méthode de prédiction. Alors du coup, je ne vais pas réexpliquer parce que, un, j'en suis pas capable, et deux, comme ça nous fait gagner du temps. J'ai repris exactement ce qu'a fait Léa. Donc j'ai mes labels, j'ai leur encodage. Ce qui va être intéressant ici, c'est que je vais fabriquer un data frame. Vous vous souvenez, le vecteur qui part d'un fichier CSV avec 30 000 lignes. Moi, je fais la même chose, mais avec une seule ligne au final, puisque je vais recevoir un son et je vais avoir qu'une seule ligne. Mais donc du coup, je vais faire exactement la même chose. Je vais construire ce fichier CSV, sauf que je vais le faire en mémoire parce que j'ai pas besoin de le faire sur mon disque. Et à un moment donné, en fait, une fois que j'ai construit cette représentation de mon son, donc transcrite en format numérique, je vais charger le modèle qu'Eléa a pré-entraîné. Donc c'est là où l'avantage aussi de partager la même zone d'écriture et de lecture. Et je vais lui demander une prédiction. Dis-moi quel type d'animal c'est. Comme disait Léa, ça va me renvoyer plutôt une information numérique. Donc là encore, je vais la retranscoder pour avoir un label.
Donc ça, c'est la partie back. Je vous l'ai dit, moi, je vais utiliser Docker parce que je trouve ça plus simple. Il se trouve qu'on utilise une solution qui est chez nous qui s'appelle AI Deploy, mais au final, l'image Docker, c'est une image standard, ce qu'on a fait. On a parti d'une image Python. On a fait toutes les petites installs qui vont bien, notamment que ce soit côté Python ou côté interpréteur de fichiers audio, je vais y arriver. Et puis après, on lance simplement notre application. Donc, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai le syndrome d'Ori, en fait, et donc du coup, dès que j'ai fait le tour, j'ai mon anti-sèche. En même temps, on est dans le thème, hein, avec le syndrome d'Ori. Du coup, je vais juste vous afficher. Non, je me moque de lui, mais en même temps, j'ai fait la même chose hier. Donc... Voilà, c'est ça. Si le réseau veut bien répondre, parce que du coup, une démo dans le cloud sans réseau, c'est moins bien. Voilà. Donc là, en fait, on voit ici le contenu de l'object storage qu'on partage avec Eléa. Moi, ce qui va m'intéresser essentiellement, c'est ici, vous voyez, on retrouve le modèle qu'elle a sauvegardé. Donc moi, je vais me servir de ce modèle-là. Ensuite, je vais lancer mon application. Je vais vous expliquer rapidement la ligne de commande. Elle est assez simple à comprendre. Donc, bon, j'appelle mon backend Nemo Backend. Ça, c'est assez évident. Le unsecure HTTP, c'est juste une petite config chez nous qui nous permet d'ouvrir en fait l'application à tout le monde qui a l'URL. Donc, ça évite de rentrer un login password. Ne le faites pas en production, bien évidemment. Là, j'ai mis un GPU. Honnêtement, c'est juste parce que je me la raconte, parce que j'ai des GPU avec, je pense, une seule ligne et mon modèle, j'aurais pu me contenter de CPU. Après tout, j'ai des GPU, autant les utiliser. Le port d'écoute. Et là, vous voyez le volume, en fait, je vais rattacher en fait mon conteneur à mon object storage. Et puis derrière, je référence ici, là, le wilda/nemo backend, je référence mon image que j'ai construite. Je vous fais grâce du Docker build, puisqu'il n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc là, mon image, je l'ai construite et je l'ai push sur un Docker Hub ou une autre registry. Donc là, je l'ai lancé. Je vais agrandir un petit peu ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça, c'est la CLI qu'on utilise, qui sort plein d'infos. Il y a plein d'infos intéressantes. Moi, il y en a une qui va m'intéresser. Alors, notamment, c'est d'avoir marqué running. Donc, je vais laisser tourner. Mais à un moment donné, c'est cette URL-là. On va voir, je vais la réutiliser pour l'indiquer à mon front, savoir où est son backend. Ce qui est quand même intéressant. Je vais juste m'assurer que mon application elle est toujours en train de démarrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le front en attendant et ça lui laissera le temps gentiment de démarrer. Alors, le front, vous l'avez compris, hein, j'ai pris exactement la même approche, sauf que là, je suis parti avec Streamlit, qui est quasiment la libre la plus croisée côté data science pour représenter des infos, parce qu'il y a les graphiques, les camemberts, enfin, il y a plein de choses. Enfin, tu me corriges si je dis des erreurs, mais on la croise très souvent. Ouais. Et vous allez voir que ça permet de faire une interface graphique un peu en approche composant. En fait, moi, je vais déclarer des composants et Streamlit se charge de générer le code HTML. L'avantage, c'est qu'on s'affranchit complètement de la partie front et que quand on veut se focus sur la data science, c'est un vrai gain de temps. C'est ça. Et pas que, parce que quand on connaît mon niveau de développeur front, il vaut mieux que j'utilise un truc qui génère pour moi le code. Oui, pareil. Ce serait mieux pour la vue de tout le monde, je pense. Donc là, en fait, là j'ai une petite gestion d'URL, c'est que ça permet de s'exécuter en local, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Là, je définis un uploader, ce qui va me permettre d'uploader en fait mon petit fichier son. Donc ça va me générer une petite checkbox et puis je vais pouvoir uploader un son. Et puis derrière, je vais avoir un player audio, comme a mis Léa dans son notebook, mais moi je vais le mettre dans l'application web. Donc là encore, c'est juste avec une appel à la méthode qui va bien, et ça va me mettre un petit player qui est bien. Et puis derrière mon bouton, donc là je définis un bouton, et je définis ce que va faire mon bouton quand je vais appuyer dessus. Et on retrouve mon appel à mon backend, sendSound, donc ça va envoyer ici le binaire, et derrière j'appelle directement, donne-moi la prédiction que je t'ai envoyée. En termes d'architecture de développement, on a vu mieux, hein, parce que du coup, vous doutez qu'en faisant ça, mon truc il est stocké dans la session, donc je suis un peu mono-thread, enfin bon, il y a quand même mieux, mais pour la démo, ça nous suffit largement. Du coup, normalement, avec cette habile présentation, je devrais avoir le back qui est déployé. Ouais, je joue le malin sans les lunettes, mais c'est ça. Je fasse un petit lien. Pour la petite anecdote, il y a 2 jours, je travaillais sur le langage des signes et j'ai voulu écrire OVH avec des détections. Et ça m'a reconnu JVH, donc on pourrait aussi l'appeler comme ça finalement.
Donc là, mon bac, vous voyez, il tourne enfin. Du coup, je vais lancer exactement pareil. Alors la seule différence, c'est que ici, je vais lui indiquer, donc j'ai une petite variable d'environnement que je positionne à mon conteneur. Je vais récupérer ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'URL. Donc en fait, ça va me permettre d'indiquer à mon front-end, justement, quand je vais appuyer sur le bouton Predict, que ça appelle le bon back-end. Donc sinon, la ligne de commande, c'est la même, hein. Run, un petit nom, le unsecure. Donc là, je suis en CPU. Pourquoi je suis en CPU? C'est ce que je vous disais dans la présentation. Je ne vais pas mettre des GPU, même si j'ai la chance d'avoir plein de GPU, parce qu'en fait, j'avais juste besoin d'exécuter une application Python web de manière classique. Donc là, c'est un peu dommage de mettre une GPU. Le port, j'y reviens pas, et l'API URL, ici et derrière, toujours pareil, le nom de mon image. Je le lance. Alors ça devrait aller beaucoup plus vite à se lancer, puisque c'est simplement un front en Python, mais il faut quand même qu'il soit lancé si je veux. Voilà, il est déjà lancé. Donc je prends mon URL de mon application. Et là, attention, démo. Roulement de tambour. On enlève l'architecture. Donc le petit fichier Python que je vous ai présenté, en fait, il me permet de définir cette interface. Donc vous voyez que c'était plutôt sympa pour quelqu'un comme moi qui n'est pas super fort en front. Ce qui va m'intéresser, c'est la prédiction. Donc on retrouve mon petit bouton pour aller browser sur ma machine. Ouais, je suis sur le front. Hop. Et donc là, je vais prendre ce fichier-là. Donc il me le load, il me fait mon petit player. Alors accessoirement, il me donne aussi quelques infos. On aurait pu afficher carrément tout le pedigree en fait du son, mais donc, dans notre cas, c'était là. Alors ça le fait que sur mon PC, ça me l'a déjà fait. Donc je ne sais pas pourquoi il veut pas sortir sur l'HDMI, mais imaginez que vous avez entendu une sorte de meuglement. De toute façon, c'est pas super agréable. Voilà. Donc, je pense que vous n'avez rien perdu. Alors ce que je peux faire quand même, c'est, comme on a le temps, là je suis sur le front, je vais aller sur le back, je vais faire... On va regarder un peu les logs en parallèle. Comme ça, ce sera plus rigolo. Ça vous montrera que... Hop, on fait... Donc là, je vais juste streamer les logs de mon appli front. Comme ça, on verra passer. Donc on voit qu'ici, j'ai le post qui est passé, le post SendSound. Et maintenant, je vais aller lui demander, fais-moi une prédiction. Et ici, on voit bien qu'il a reconnu le Bird Seal, qui est je ne sais plus quel type de chose. Ça marche. Un phoque, je crois. Normalement, d'accord. OK. Et ici, je refais Predict avec un Spotted Dolphin. Voilà, là, il retrouve bien mon Spotted Dolphin. Et on voit bien qu'ici, derrière, j'ai interrogé à chaque fois mon front qui a, lui, derrière, interrogé le back. C'était juste pour vous montrer rapidement ce qu'on peut faire. Bien sûr, on peut imaginer qu'on peut faire énormément d'autres choses, mais là, c'était pour que vous ayez un petit peu toute la chaîne complète quand vous allez soit designer vos propres applications, si vous avez envie d'aller faire un peu de machine learning, ce que vous a montré Léa sur le notebook, c'est complexe, mais c'est pas infaisable, ou faire comme moi, juste la partie dev, vous les consommez. En fait, vous voyez juste en API, vous pouvez consommer votre modèle, et moi, je trouve ça plutôt sympa. On va se faire un petit résumé. C'est bien 50 minutes quand même, parce qu'on l'avait donné à 40 minutes et on avait un peu moins de temps. Si on résume un peu aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que il faut quand même avoir des notions d'IA. Alors, selon ce que vous allez faire, si vous allez faire ce que fait Eléa, Eléa connaît très bien l'IA et a un profil de machine learning engineer. On va y revenir sur ce que c'est. Mais de toute façon, même en tant que développeur, vous allez avoir besoin quand même de savoir ce que vous faites. On a vu aussi la place du son en IA. Je vous ai parlé des use cases, des sons environnementaux, etc. Mais on en a plein d'autres qui mixent aussi avec le NLP. On a fait avec un des collègues d'Eléa, on a fait une petite session Twitch qui explique comment on fait du speech to text, qui est vraiment bluffante parce que ce que je vous ai expliqué sur la partie résumé des textes, ça le fait aussi maintenant sur la partie conversation. Donc, avec les modèles d'IA, vous balancez une vidéo d'1 heure et en fait, ça vous sort un résumé texte d'une page de la vidéo d'1 heure. Et je trouve ça, et qui est cohérent pour le coup, et je trouve ça assez bluffant au final. Le pré-traitement des données, on le répète, mais on le répétera jamais assez, c'est important. Les plus anciennes ou plus anciens d'entre nous ont fait quelques ETL, je pense, dans leur jeunesse, où on se moquait un petit peu. Mais en fait, on est toujours là. C'est que la donnée, il faut la traiter, il faut vraiment en faire quelque chose d'intelligible. Absolument.
On a vu ce que c'était également un AI Notebook, ou donc un notebook dans lequel on peut bénéficier de la puissance GPU pour entraîner notre IA. Et donc, on a pu développer code dans ce notebook. Donc, c'est vraiment très utile quand on bosse notamment en équipe sur un projet de machine learning. On a également pu entraîner notre IA. Donc, on a vu le réseau de neurones, un peu de maths, pas trop. Et on a exporté notre IA dans le cloud. Et enfin, on a pu donc développer une app. Moi, je n'ai pas fait grand-chose pour le coup. Mais voilà, ça nous a montré qu'on pouvait vraiment avoir une partie back, une partie front, tout en ayant un Dockerfile relativement simple. C'est ça. On va passer à quelques métiers de l'IA. Alors, il en existe plein d'autres. On va juste vous présenter les principaux, ou en tout cas ceux qu'on peut rencontrer en entreprise, dans nos boîtes. À savoir qu'on va commencer par le data scientist. Alors, un data scientist va aussi avoir donc, des connaissances en data analyse, en visualisation de la donnée, en programmation, évidemment. Il va connaître différents algos de machine learning, savoir quand les utiliser. Il va faire un peu de maths et des stats, mais bon, ça, on n'y échappe pas. Ensuite, on a le machine learning engineer. Donc, le machine learning engineer, c'est cool comme métier, hein. Moi, j'aime bien. On va avoir quelques notions de data science, encore une fois, on n'y échappe pas. Un peu de maths, un peu de stats, mais beaucoup moins quand même qu'un data scientist. La programmation, une connaissance des frameworks ou la création de frameworks en fait, d'IA. Savoir bosser donc, dans un environnement de prod, développer des modèles dans le cloud par exemple, et donc mettre l'IA au service des clients par exemple dans le cloud ou au service de nos entreprises. Et le dernier, le meilleur pour la fin. Je suis pas sûr. Le dernier profil qu'on voulait vous montrer, c'est développeur. Alors, c'est pas qu'on est spécialisé dans l'IA qu'on est développeur, mais simplement il y a quand même des notions à savoir. Merci de ne pas rire pour cette image. Vous l'avez vu, on passe forcément par Python. C'est quasiment une obligation. Faut connaître les concepts d'IA. Moi, je suis vraiment pas un expert en IA. Le fait de côtoyer des gens comme Léa m'ont fait quand même prendre conscience qu'il faut que je sache de quoi je parle et que je comprenne en fait, que je puisse échanger avec Léa sur ces choses-là. Donc c'est important. Bien sûr, le développement, ça va être une grande partie de mon boulot. C'est facultatif, toute la partie framework, Docker ou outillage, mais honnêtement, se passer de la partie Docker, c'est-à-dire surtout Cloud Provider, et là, quel que soit celui que vous choisissez, vous le savez, les GPU, c'est compliqué à avoir, et à un moment donné, il va falloir avoir des GPU. Et le plus simple, c'est quand même de passer par la containerisation pour après le mettre chez un Cloud Provider. Et framework et outillage, bon, ça paraît assez évident. Et Léa, à toi. Donc voilà, je m'appelle Léa Péton, je suis Machine Learning Engineer chez OVH Cloud. Dans l'équipe AI Solutions, donc on vient en fait créer des exemples, des tutoriels sur nos produits IA, qui sont au nombre de 3. Et on accompagne nos clients, nos partenaires dans le développement et dans le déploiement dans le cloud. Et moi, je suis Stéphane Philippard, je suis un ancien étudiant de l'E3I de Polytech, où on est ici, c'était il y a 25 ans, donc ça fait un petit moment. Accessoirement, je suis DevRel chez OVH Cloud. Je travaille beaucoup avec l'équipe IA et j'apprends tous les jours. Je suis co-créateur d'un super meet-up, TADX, un meet-up Tourangeau. En fait, il y a deux choses à Tours. Il y a la meilleure conférence de France, qui est Tour Tech, et le meilleur meet-up de France, qui est TADX. Donc vous savez maintenant où il faut venir. En toute objectivité, quoi. Bien sûr. Et les meilleurs rillettes. Mais enfin, on est d'accord, de toute façon, il n'y en a pas ailleurs des rillettes. Donc de toute façon, c'est évident. Et les rillettes du monde? Non, ça n'existe pas. D'accord. Vous pouvez me retrouver partout par là. Si vous voulez me poser des questions, me faire des remarques, n'hésitez pas. Tout ce qu'on vous a présenté avec Eléa, on ne l'a pas dit, mais c'est sur le GitHub public d'OVH, GitHub/OVH. Vous avez tous les exemples qu'on a mis. Vous pouvez vous amuser avec, nous faire vos retours, parce qu'on a forcément mis des coquilles. En parlant d'OVH, on va faire un peu l'instant promo, mais très rapide. Tout ce qu'on vous a montré, en fait, on l'a développé sur notre offre Public Cloud. On a 3 produits, Notebook, Training, Deploy. Notebook, Léa vous l'a montré. Training, on ne vous l'a pas montré. En fait, c'est simplement pour faire de l'entraînement, mais sans interface de Notebook. On lance l'entraînement et puis on le laisse travailler. Et ça va aussi faire du grid computing de l'entraînement, donc ça va être optimisé. Et Deploy, je vous l'ai montré, c'est notre outil de conteneur as a service. Tout ça sur du GPU ou du CPU. Le petit truc, c'est que si vous créez un compte chez nous, vous avez 200 € de crédit gratuit, vous utilisez comme vous voulez, et notamment AI Deploy est gratuit car en bêta, donc vous pouvez l'abuser, en abuser et vous amuser avec Deploy et nos GPU comme vous voulez. Merci beaucoup, c'était un plaisir de finir la journée avec vous et d'être ici. Encore merci Léa, et merci bonne Stéphane. keynote de clôture du coup.
On a 40 secondes pour une micro-question. Oui. Oui, et juste après. Alors, on aurait pu. On a pour but d'ajouter une petite partie recording. Je ne sais pas si vous êtes passé sur le stand d'OVH et que vous avez rencontré Charlotte, le cochon qui pouette. On s'est dit que potentiellement... Ouais, c'est l'évolution du voilà. talk, c'est de mettre un micro pour qu'on puisse tester. Et que pour que vous tous essayiez d'imiter au mieux le son du mammifère marin. On peut prendre une micro-dernière question ou... Ouais, une toute petite. Oui. Avec un entraînement comme celui-là, qu'est-ce qui se passe justement si on donne un son qui n'est pas d'un mammifère marin, un cri de mouette ou un truc comme ça? Le système va dire qu'il ne sait pas ou va chercher ce qui ressemble le plus? Alors là, on n'a pas encore un système assez performant qui va nous dire « je sais pas ». Il va essayer de deviner, il va sans doute sortir un résultat de la chose qu'il a trouvé le plus proche, mais potentiellement avec une probabilité mauvaise autour de 20%. Donc il va nous sortir un truc en nous disant « je suis pas trop sûr » et a raison du coup. Mais après, oui, tout à fait. Le but étant de rajouter des éléments extérieurs dans l'entraînement sans lui dire ce que c'est, en lui disant « c'est rien, c'est normal d'entendre ces bruits, mais ce n'est rien ». Et à ce moment-là, le modèle deviendra plus performant. Je ne l'ai pas dit, mais si vous avez 30 secondes pour nous faire un feedback, c'est le QR code et le lien pour faire le feedback. Donc voilà, comme on n'a plus le temps de prendre d'autres questions. Ah, c'est pas le lien vers notre PayPal? Non, ouais, ça c'est après. Et accessoirement, moi je traîne encore un petit peu à côté. Et Léa, je crois qu'elle a un train après dans pas longtemps, mais voilà. Merci encore. Bonne keynote. Merci beaucoup.